Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier Extra Club live avant les fêtes de fin d'année. Nous avons le plaisir de recevoir Thierry Pic. Thierry, tu es adhérent Bonjour. APM. Ouais. Tu diriges et tu as créé Clinitex il y a 35 ans. Alors en préparant le live, en fait, on se disait il y a beaucoup de 35 chez toi. Il y a 35 ans d'entreprise, 3500 collaborateurs, 35 ans de croissance à deux chiffres. Ton fils Édouard, qui prend depuis hier la direction générale à 35 ans. 35, c'est 3 plus 5, c'est le chiffre de l'infini, de la liberté. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le management, non pas libéré, mais libérant. Et Thierry va nous expliquer pourquoi. C'est une philosophie de vie que tu vas nous proposer aujourd'hui, et non pas des astuces, des modes d'emploi pour justement arriver à cette croissance à deux chiffres. Et un alignement entre la personne, l'être, j'oserais dire, que tu es, et ton management. Alors, est-ce qu'on pourrait commencer par un mot qui est assez étranger à l'entreprise, mais qui est peut-être un des mots-clés du futur, l'amour. Alors là, Fleur, tu places la barre très haut en parlant de ce mot qui est étranger au monde de l'entreprise. Et j'entends souvent dire que les managers les plus appréciés sont ceux qui aiment les gens. Est-ce que aimer les gens, c'est de l'amour ? Oui, je pense que c'est de l'amour. André Consponville nous disait que le bon manager, c'est le spécialiste du désir de l'autre. Alors, à chaque fois qu'on parle de management, en fait, quand on creuse un peu, on parle toujours de plaisir, de désir, un peu moins d'amour. Mais je pense que cet ingrédient-là, on pourrait se permettre d'oser l'ajouter dans notre casserole managériale. Alors, en fait, tu me disais, quand on a préparé cet Extra Club, qu'en fait, cette notion d'amour, on l'a dans sa sphère personnelle. Et effectivement, peut-être avant de rentrer dans le cœur de l'entreprise, est-ce que tu peux nous expliquer quelle était l'origine ? Comment tu es venu à cette idée d'entreprise ? Et peut-être effectivement de montrer que pour toi, rien n'est prévisible, tout est possible. Et que ta première relation d'amour, tu l'as trouvée dans la création de ta boîte. En faisant un shampoing moquette. Mais en fait, je suis parti aux États-Unis pour chercher une idée de création d'entreprise. J'avais 21 ans à l'époque et j'avais toujours pas trouvé ma voie. Donc ça veut dire que... Et aujourd'hui, à l'âge de 14 ans, on demande aux gamins de tracer déjà leur voie. Bon, bref, je précise, Thierry était cancre, il le revendique. Je suis toujours. Et il est très opposé à l'enseignement classique pour certains enfants. Mais je suis toujours triste de voir qu'on essaie de faire rentrer des pièces rondes dans un moule carré ou le contraire. Nos systèmes d'éducation sont trop uniformes et ne conviennent pas aux esprits libres et curieux. En tout cas, moi, ça ne m'a pas marché. En tout cas, donc je pars aux États-Unis pour chercher une idée de création d'entreprise. Mais en fait, je fais du tourisme et j'entretiens avec mes parents de correspondance pour leur dire « je travaille un gros projet et vous verrez à mon retour ». Et dans l'avion du retour qui m'amène à Bruxelles, je suis contraint de trouver une idée et je découpe dans l'Herald Tribune une publicité d'une entreprise de nettoyage qui nettoie des canapés et des moquettes. Et donc quand je rentre, effectivement, j'achète du matériel sans rien y connaître, je massacre quelques canapés et quelques moquettes, dont celle de Catherine, qui est la meilleure amie de ma cousine, etc. Je fais un dégât des eaux sur 3 étages et je dirais qu'on s'est rencontrés à peu près comme ça. Et pour m'excuser, je l'ai épousée et on a eu 4 enfants et on a 35 ans de bonheur pour l'instant. Donc voilà. Voilà. Alors toutes les créations d'entreprises ne commencent pas comme ça. En fait, l'amour, tu me disais que c'était pour gagner la confiance. Et en quoi, effectivement, cette confiance est-elle si importante dans l'entreprise et dans ton quotidien ? Mais je crois que là, on va rentrer dans le sujet de l'alignement de ce qu'on est soi. Et je dirais que faire le lien entre sa capacité à aimer, à être aimé, et les talents managériaux, elle est très variable.
Et ça veut dire qu'il n'y a pas un mode de management, parce que nous aimons tous de façon différente, nous sommes tous aimés de façon différente, et nos héritages d'amour, reçus par nos parents notamment, et essentiellement d'ailleurs, est différent. Notre génétique de l'amour est totalement différente. Donc notre construction, la construction de nos modèles managériaux est biodiverse. Enfin, elle est diverse. Et ça nous envoie sur la question du management libérant, de se dire est-ce que c'est la panacée, est-ce que c'est le modèle en soi, est-ce que le management hiérarchique dans lequel on peut penser qu'il y a moins d'amour, mais peut-être qu'on se trompe, est meilleur ou moins bon. Non, pas de prosélytisme. Je pense que c'est le type d'amour qu'on a reçu qui nous amène sur un type de management, à condition qu'on mette notre management en alignement avec ce que nous sommes. Et il faut des années. C'est long. Est-ce que tu peux nous... Je suis toujours en chemin. Oui, ben je pense que c'est ça, une des caractéristiques de ces entreprises, c'est qu'elles sont toujours en chemin. Sur ce chemin de l'amour, parce que je pense qu'on va continuer sur ce thème qui est assez fort, et je vois les réactions sont assez intéressantes. Est-ce que tu peux nous donner des exemples où justement d'amour différents, toi en tant que dirigeant, ton fils peut-être, ou d'autres collaborateurs, parce que ça ne concerne pas que toi. Ouais, j'ai une anecdote que je raconte souvent dans l'entreprise, une anecdote familiale, mais qui est, à mon avis, enfin, que j'exploite beaucoup pour management, tellement j'y pense souvent. Notre fille Sidonie a 14 ans ou 15 ans. C'est une catastrophe à l'école. Bon, les chiens ne font pas des chats. On est convoqué par le directeur qui nous dit bon, bah, si dans 2 mois ça ne s'est pas amélioré, je la fous à la porte. Elle est chahuteuse, elle ne travaille pas, elle sèche les cours, enfin bon, la totale. En même temps, elle vient de se faire un tatouage sans nous le dire. Probablement qu'elle a expérimenté d'autres choses qui se fument. Bon, donc on est un peu désemparés. Et en même temps, ma femme, qui est passionnée d'équitation, pratique l'équitation avec Sidonie. Et un poney est à vendre dans le club hippique, et ce poney est à vendre. Sidonie tombe amoureuse de ce poney qui s'appelle Azur, et que nous avons toujours chez nous aujourd'hui d'ailleurs, donc l'histoire a 20 ans. Et on décide avec Catherine de réfléchir comment on peut mettre en lien la réussite de Sidonie et ce double poney. Donc au début on se dit, bah tiens, on va lui dire si tu passes dans la classe supérieure, on t'offre le poney. Ça ne nous satisfaisait pas. On lui dit, si on voit que tu fais des efforts, on t'offre le poney. Ça ne nous satisfaisait pas, toujours pas. Et on a passé du temps à réfléchir. Finalement, on a abouti à l'idée suivante, c'est que nous lui offrons le poney sans aucune contrepartie et sans aucun sous-entendu créant du lien entre sa situation d'échec et de mal-être et ce double poney. Nous lui achetons ce poney et 1 mois après, nous sommes convoqués par le directeur de l'école qui nous demande qu'est-ce qui s'est passé avec Sidonie. Sidonie est partie en flèche. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé de l'amour, on a envoyé de la confiance. Quelque part, on a passé un contrat tacite d'amour, un contrat invisible, qui a fait que Sidonie a reçu tellement d'amour, qu'elle avait vu tellement notre tristesse de la voir dans cette situation d'échec scolaire, qu'une connexion invisible s'est créée, qui l'a amenée à donner le meilleur d'elle-même pour nous faire plaisir. Et je me dis, dans l'entreprise, quand pour établir une relation, l'amour est le mot peut-être est un peu trop puissant peut-être, mais une relation de confiance avec les collaborateurs, de confiance sans limite, c'est-à-dire qui inclut le droit à l'erreur, le droit à l'échec. Je pense qu'on reçoit autant, déjà plus que ce qu'on l'a imaginé, mais autant que ce que Sidonie nous a donné et qui avait été au-delà de nos espérances. Alors, je vais reprendre une de tes réflexions. Est-ce que l'amour n'est pas un mot trop fort dans l'entreprise? Et ça reprend une des réflexions d'un de nos dirigeants qui dit « Ne parle-t-on pas de bienveillance plutôt que d'amour ?» Oui, chez nous, on parle de paroles libres et bienveillantes, parce que je dirais que la bienveillance, effectivement, c'est un mot qui pique un peu moins que l'amour, en tout cas dans le milieu professionnel. Mais la bienveillance seule n'a pas beaucoup de sens si elle ne s'accompagne pas de la confiance et donc de la liberté totale qui est associée à la confiance. Et derrière le mot liberté totale, il y a le partage total de l'information, notamment au sein de l'entreprise. Alors, on va revenir sur l'amour parce que je pense que ce sera quand même notre fil conducteur de toute la matinée. Tu me disais que ton rôle de dirigeant,
parce que justement tu avais un regard alors peut-être bienveillant, de confiance, etc., et d'amour, c'était de savoir dire et de savoir voir, pardon, et de dire. Qu'est-ce que tu peux nous... Alors, je ne voudrais pas du tout passer pour un spécialiste de l'amour, hein, parce que c'est un sujet. Est-ce qu'on aime bien? Est-ce qu'on est bien aimé? Je pense. On est en doute permanent. Donc là-dessus, sujet délicat, quoi. Donc, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'amour. Je fais de mon mieux, je dirais, sûrement comme toi et comme tous ceux qui nous écoutent. Quelle était la question? Alors, ta question, c'est que, effectivement, tout à l'heure, tu nous parlais par rapport à l'amour, qu'on pouvait effectivement, c'était accepter les échecs ou les erreurs de son entourage, et que c'était le rôle du dirigeant de savoir voir et de le dire. Alors, effectivement, les mots amour, bienveillance, confiance trouvent toute leur substance. En tout cas, on peut vérifier qu'elles sont vécues quand un collaborateur se trouve en situation d'échec. Je pense que dans une entreprise, il y a deux trésors qu'on exploite insuffisamment. C'est l'échec et la transgression. On est un peu dans la même famille de mots qui, a priori, nous procurent un petit mal de dos, une énergie négative, alors qu'en fait, ce qui nous fait le plus progresser dans l'entreprise, c'est l'échec et la transgression. À une condition, c'est qu'on sache les voir et qu'on les accepte comme une règle de vie. Alors on va commencer par l'échec, le droit à l'erreur. Est-ce que tu peux nous expliquer effectivement dans ta prise de tes décisions, les trois époques dans ta prise de décision par rapport à la liberté que tu laisses aux autres de prendre la décision? Et ton mot maintenant, c'est prenez vos décisions, informez-moi si vous le jugez utile. Comment tu en es arrivé là et comment tu as accepté les erreurs en fait? J'avais une pancarte derrière moi qui était là, qui était marqué, excusez l'accent anglais, if you are not part of the solution, you are part of the problem. Bon, pendant 10 ans, j'ai eu ce truc-là derrière moi. Donc, tu parles, les gens qui rentraient dans mon bureau, ils étaient un peu stressés. Et puis, c'était un peu trop violent, donc je l'ai enlevé. Donc, mais mon étape suivante, c'était de leur dire, bon, si vous... Enfin, ne venez pas dans mon bureau qu'avec un problème, venez éventuellement avec plusieurs solutions et on peut en débattre. Ça, c'était bidon parce que c'était bien souvent 3 solutions bidons pour que j'apporte ma 4e solution. C'est-à-dire, ils respectaient la règle du jeu, mais au bout du compte, c'était moi qui apportais la solution. Donc maintenant, ce que je demande aux collaborateurs, c'est de m'informer de leurs décisions, s'ils le souhaitent. Parce qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises dans l'entreprise que j'apprends par le journal interne ou par l'intranet ou par le café du commerce et quelquefois un an après. Et des décisions impactantes, hein, des investissements, des recrutements, des choses lourdes. D'ailleurs, il y a une dernière décision pour laquelle tu n'es pas d'accord. C'est l'acquisition d'une toute petite entreprise de 3000 personnes. Tu peux nous en parler? 300 personnes, oui, pardon. Je ne suis pas une femme de chiffres, tout le monde le sait, donc j'assume. Mais c'est vrai qu'il y a 18 mois, avec mon comité de direction, parce qu'on peut être une entreprise libérante et avoir un comité de direction. Hein, je fais cette petite parenthèse, puisqu'on a mal usé du mot direction. Le mot direction, c'est donner le sens, donner la voie, donner un cap. C'est pas exercer le pouvoir. Donc nous avons un comité de direction dans le sens du cap, dans le sens donner à la direction. Bon. J'ai encore oublié la question. Alors, tu es très troublé par ce live. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est l'idée par rapport à ton comité de direction. Oui, la décision. En fait, voilà, la décision. C'est-à-dire que on nous présente un projet de croissance externe et comme on fait déjà une croissance à 2 chiffres, moi je trouvais que c'était suffisant, quoi. Il n'y avait pas besoin d'accélérer le truc, mais c'était une opportunité qui est quand même intéressante. Et nous sommes 4 dans le comité de direction, un collaborateur et 2 de mes enfants qui sont dans l'entreprise depuis 5 ans. Et tous les 3 disent Thierry, si c'est bien, il faut y aller, on y va. Et donc on y est allé, quoi. Bon, donc c'est-à-dire que je n'ai pas une voix prépondérante et que mon principe c'est expérimentons et trompons-nous vite. Je l'ai entendu, hein, c'est pas de moi, mais je trouve que c'est sympa cette idée d'expérimenter souvent et de se tromper vite. Et puis en fait, ça a très bien marché, ça a très bien fonctionné. On a intégré cette entreprise, assez compliquée d'ailleurs, mais en peu de temps et finalement avec des idées simples. Ça s'est très très bien passé. Sur le plan économique, c'était une bonne opération. Et donc on en redémarre une boîte de 400 personnes à Nantes. Enfin bon voilà, ça y est. Et là, ce sont mes enfants qui pilotent. Hein, et comment en tant que dirigeant,
en fait, on peut accepter justement et dépasser le fait de ne pas être dans la décision. Mais mon bonheur, c'est d'être le spectateur de l'entreprise. Moi, je suis au service des autres. Et mes proches collaborateurs sont au service eux-mêmes de leurs proches collaborateurs. Donc, quand on est au service des autres, ce qui nous intéresse, c'est d'observer le bonheur des autres, le bonheur dans leur réussite et de les accompagner dans les échecs. Donc, être le spectateur de l'entreprise est bien plus intéressant que d'être le décideur de l'entreprise. Alors, je ne suis pas d'accord quand tu dis le spectateur, parce que tu n'es pas que le spectateur. Quand on préparait ce live, en fait, tu m'as dit, mon rôle, c'est d'alléger les sacs à dos. Donc, oui, on n'est pas spectateur. Je te rappelle qu'un spectateur, quand même, il applaudit ou il siffle. Donc, il peut quand même manifester une émotion face à une prestation. Donc, le spectateur n'est pas passif. J'envoie de l'émotion, contre mon gré, quelquefois. Bon, mais voilà. Non, mais dans alléger le sac à dos, il y a le fait que tu deviens aussi co-responsable de l'erreur de l'autre. Alors à propos du sac à dos, nos systèmes de rémunération sont basés sur le poids du sac à dos. Et à chaque fois qu'on raisonne évolution de rémunération, on parle de poids du sac à dos. C'est le poids des responsabilités, c'est le poids, de la nécessité de s'engager. Et nous pensons que notre rôle de manager est d'alléger le sac à dos de nos collaborateurs. C'est le pont de l'Alma, d'alléger les sacs à dos. Le pont de l'Alma, tout le monde le connaît, c'est le pont de l'amour. Il y a 47 tonnes de cadenas qui se sont accumulées, que la mairie de Paris a dû enlever au risque de voir le pont s'écrouler. Mais ces cadenas, ils ont été posés par des gens qui s'aiment et qui ont voulu durablement sceller leur amour dans ce lieu mythique qu'est devenu le Pont des Arts. Donc je vous rappelle, on retourne à l'amour, hein, c'est le pont de l'amour, le Pont des Arts. C'est le pont de l'amour, c'est le pont des bonnes intentions, c'est le pont de la durée, on veut que ça s'inscrive dans le temps. Et je m'interroge de savoir si nos entreprises ne ressemblent pas de temps en temps au Pont des Arts, c'est-à-dire que nos collaborateurs qui adorent la boîte, qui sont très engagés ou moyennement engagés, mais qui installent des cadenas, vous savez, des règlements intérieurs, des verrous, des planchers, des plafonds, des autorisés, des interdits, parce que les autorisés, c'est un cadenas aussi, et qu'à force pour le bien de l'entreprise, d'accumuler les cadenas, nos entreprises menacent de s'écrouler comme le Pont des Arts. Et nous pensons, nous, chez Clinitex, que les victoires, ce sont les cadenas coupés. Et on s'amuse à débusquer les cadenas. Il arrive souvent en réunion qu'on dise « Mais attends, Jacques, pourquoi tu as mis un interdit là ? Et là, pourquoi tu as mis une limitation de frais, le resto à 50 € maximum ? Pourquoi tu as mis ça ? Pourquoi tu ne mets pas dans une limite raisonnable et qui s'inscrit dans notre vision et nos valeurs ? Et maintenant, globalement, nous remplaçons pratiquement tous nos règlements, tous nos plafonds, tous nos interdits par raisonnable dans la limite de notre vision et de nos valeurs. Et ça fonctionne très bien. Tu as parlé d'un mot, et c'est aussi une des clés en fait chez toi, c'est la liberté de transgresser. Alors on a bien vu que c'était complètement consubstantiel à ce qui tu es. Comment tu le vis dans ton entreprise ? Comment tes collaborateurs, tu les aides justement à transgresser ? Déjà, c'est ma bande. Moi, c'est mes copains. Parce que quand j'étais en classe et que je chahutais, ma bande, c'était les transgresseurs. Ce n'étaient pas les premiers de classe. Donc, j'ai toujours été attiré par le out of the box. Bon. Donc, c'est ma nature, c'est mon héritage culturel, c'est mon héritage familial. Je suis fait comme ça. Donc, j'aime beaucoup les contestataires dans l'entreprise, ceux qui ne respectent pas les règles. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher pourquoi. Et à force d'être copain avec les cancres, j'ai appris à comprendre leur mode de fonctionnement. Et j'observe que dans un espace vert très organisé avec le trottoir et les petits grillages, qu'il n'est pas rare que des chemins d'usage se révèlent au fil du temps. Alors qu'est-ce qu'on fait avec le chemin d'usage ? Est-ce qu'on l'interdit ? Est-ce qu'on met des panneaux ? Est-ce qu'on met des miradors ? Est-ce qu'on met un grillage électrifié ? Est-ce qu'on fait une ronde de police ? C'est-à-dire qu'on engage des moyens énormes pour contraindre le promeneur à prendre le trottoir ? Ou est-ce qu'on considère que le chemin d'usage, qui est une transgression, devient le chemin officiel et qu'on le fleurisse, qu'on supprime les grillages, qu'on va revendre à la ferraille pour financer les fleurs, et on va engazonner le chemin macadamisé qui ne sert plus. Je pense que dans le modèle, je repère le chemin d'usage pour en faire le chemin officiel, je pense que je fais gagner ma boîte. Et ce sont ceux qui n'ont pas respecté les règles qui ont fait gagner ma boîte. Donc, méfions-nous, je dis ça beaucoup d'amour, des premiers de classe.
méfions-nous des gens ultra disciplinés, obéissants. Je pense que les trésors sont plutôt chez nous, chez les transgresseurs ou dans les échecs, à condition qu'on les observe avec bienveillance et dans une vision optimiste des choses, et avec une confiance absolue dans celui qui était à l'origine de l'échec. Qui n'a jamais été à l'origine d'un échec? Il faudrait être fou pour se tirer une balle dans le genou pour être contre l'échec. Alors, on a beaucoup de questions par rapport à la transgression. Alors, un petit peu dans le désordre. Pas de transgression avec les valeurs, point d'interrogation. Comment faire partager les valeurs de l'entreprise par tous et les limites de l'inspection du travail. Alors, il y a plein de questions. D'abord, vision-valeur. Vision-valeur, c'est un préalable absolument nécessaire quand on a une démarche de libération des énergies dans l'entreprise. En fait, quand on rentre dans cette démarche, il faut se préparer. On décapsule un volcan avec l'inconvénient que sur un volcan, il n'y a pas de robinet. Donc là, en ce moment, nous, on est dans des croissances à 20, 25, 30%. Vous voyez, j'ai l'impression d'être assis sur un volcan. Mais heureusement, mes enfants s'en occupent. Donc tout va bien. Mais vision, valeur, c'est quelque part le cadre de la liberté. Un peu un paradoxe de mettre un cadre et une liberté, mais nous, il ne se passe pas de journée sans qu'on soit sur nos valeurs. J'avais mon fils au téléphone ce matin au sujet d'un recrutement qu'on est en train de faire, et on se disait, mais est-ce qu'il est dans nos valeurs? Donc c'est un sujet qui revient chez nous tous les jours. Et les valeurs, ce n'est pas un potentiomètre, c'est un interrupteur. Quelqu'un qui n'est pas dans nos valeurs, c'est off. Quelqu'un qui est dans nos valeurs, c'est on. C'est brutal, mais c'est avec amour, comme dirait Guy Gilbert, le prêtre des Loubards, qui a cassé la gueule à 2 loupards qui voulaient lui piquer ses blousons, et il me disait, son blouson et ses Santiago, et Guy Gilbert me disait, mais tu vois Thierry, je leur ai cassé la gueule, mais avec amour. Et je trouve ça magnifique. Donc vision-valeur et le rapport à l'inspection du travail. Écoutez, l'inspection du travail, les inspections du travail sont tellement débordées dans leur activité, tellement en sous-effectif pour répondre aux demandes des entreprises ou des salariés, que globalement, quand elles entendent parler que dans une entreprise ça se passe bien, qu'il y a 98% de collaborateurs heureux, mesure statistique, qu'on ne les sollicite pas trop, qu'elle n'a pas trop de prud'homme, ils nous foutent la paix. Mais nous sommes droits dans nos bottes par rapport au droit du travail. C'est-à-dire que moi, j'ai 2 juristes dans mon entreprise qui sont chargés de nous mettre en règle avec le droit du travail. Il y a des règles, on peut pas... Sous prétexte qu'on est libre, on ne peut pas brûler les feux rouges. Enfin, nous sommes ISO, nous sommes MAS, pour ceux qui connaissent cette procédure, c'est-à-dire c'est une certification très exigeante sur la sécurité pour intervenir en site Céveso. Donc, quand on intervient en bloc opératoire de clinique, évidemment qu'on n'arrive pas avec la clope au bec en disant moi je suis libre. Non, il y a le respect des procédures. Mais tout ça s'inscrit dans vision-valeur et sur un lit de confiance. D'accord. Alors, il y a plusieurs questions sur les mauvais éléments, entre guillemets. Est-ce qu'il y en a dans ton entreprise? Comment tu les as éliminés? J'adore cette question. Et puis, alors, une question assez intéressante. Pensez-vous que cette démarche soit applicable auprès de salariés de plus de 55 ans, habitués à des méthodes de travail traditionnelles? Attends, une question à la fois. Tu connais moi, j'ai déjà oublié la seconde. Mais la première, elle est géniale. Merci à celui qui a posé cette question. Alors, merci Cyril. Merci Cyril, j'adore cette question parce que figure-toi que j'ai chez moi 200 mètres de gravier blanc dans lequel poussent des herbes, des mauvaises herbes. Et ça m'énerve parce que je ne veux plus mettre de Roundup. J'ai essayé les produits de substitution, l'eau des nouilles chaudes, le vinaigre blanc, machin, ça ne marche pas. Bon. Donc mes mauvaises herbes reviennent tout le temps. Et il se trouve que mon médecin, Franck Ledoux, homéopathe, acupuncteur, médecin holistique, je dirais, est un grand spécialiste de la phytothérapie. Donc je me suis dit, tiens, lui, il va me trouver la solution. J'appelle Franck Ledoux. Je dis, docteur, j'ai des mauvaises herbes dans mon gravier. Comment je peux les enlever de façon naturelle? Et sa réponse a été de me dire, qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise herbe? Je dis, merci, ok, circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de mauvaise herbe. C'est ça la vérité. Donc, il n'y a pas de mauvaise herbe. Il y a des herbes qui poussent à des endroits indésirables et qui nuisent à notre conception de l'esthétique, mais il n'y a pas de mauvaise herbe. Donc, dans une entreprise, il n'y a pas de mauvais collaborateurs. Il y a des collaborateurs qui ne sont pas au bon endroit au bon moment, ou au bon moment au bon endroit, mais il n'y a pas de mauvaise personne, il n'y a pas de mauvais collaborateurs. Et alors comment concrètement
tu fais s'il y a quelqu'un qui n'est pas au bon endroit, au bon moment? Alors, il y a un autre regard, c'est le regard des engagés, des désengagés et des activement désengagés. Les activement désengagés étant ceux qui pédalent contre l'entreprise. Bon, bah là, il faut faire du Guy Gilbert, quoi. Faut leur casser la gueule, il faut les sortir. Dans la mesure où cette malveillance n'est pas brutale, bah, il faut faire les choses gentiment. Mais chez nous, il y a des ruptures conventionnelles, il y a des licenciements. On n'est pas chez les bisounours, on est une entreprise normale. On essaie de ne pas se faire mal au dos. Donc à chaque fois que nous devons engager une rupture avec un collaborateur, on essaie que ça ne lui fasse pas mal au dos, que ça ne nous fasse pas mal au dos. Toujours cette théorie du sac à dos. Donc, mais je dirais que la brutalité bienveillante, ça marche. La brutalité juste brutale, bah, on fait autant mal à celui qu'on frappe qu'à soi-même. Donc, il faut l'éviter. Alors, c'est peut-être ça la philosophie de l'âge, mais on n'a plus envie d'avoir mal, quoi. Donc, ne faisons pas mal, autant que possible. Si je reviens à ton rôle de dirigeant dont tu parlais, c'est savoir voir et dire les choses telles qu'elles sont. Alors, l'autre question, c'était est-ce que cette démarche est applicable auprès de salariés de plus de 55 ans qui sont habitués avec des méthodes de travail traditionnelles? Alors, ça a à voir avec l'âge. Tu vois, moi, j'ai légèrement plus de 55 ans, je viens de fêter mes 60 ans, et au plus ça va, au plus je me sens bien avec ce concept. Parce que la question de l'âge, elle ne se pose pas, c'est la question de l'alignement avec ce qu'on est. Donc, si je réponds uniquement sur l'âge, aucune importance, c'est une question d'alignement avec ce qu'on est. Il faut du temps pour comprendre ce qu'on est, par contre. Enfin, il y en a qui... Moi, j'ai mis du temps. Il y en a comment tu as accompagné puisque c'est plutôt le middle management, comment tu l'as accompagné? Alors, et la question, la question, c'est de la transformation de l'entreprise. Est-ce qu'une entreprise qui a 55 ans, qui veut libérer les énergies, aura plus de mal qu'une entreprise qui est tombée dedans quand elle était petite? Bah, je dis oui, bien sûr. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc, je me suis pris des râteaux, j'ai raté des trucs, mais j'ai toujours été sur ce chemin. J'ai eu un DRH, un DAF, etc. Je n'ai plus aujourd'hui. Mais à chaque fois que j'étais avec des collaborateurs qui, au demeurant, étaient d'excellents collaborateurs, sur le plan technique, sur le plan de l'engagement, sur le plan de l'honnêteté, de la bienveillance, c'était quand même des poseurs de cadenas. C'est-à-dire que leur pouvoir était entretenu par la pose de cadenas et par la pose de barrières empêchant la transgression et par ce genre de choses. Et autre rôle qui me masquait, l'odeur de mon entreprise, enfin de mon entreprise. Maintenant, ça me fait bizarre quand je dis mon entreprise, de cette entreprise dont je suis devenu spectateur. Donc, oui, c'est difficile de transformer, et une entreprise qui voudrait avancer dans cette direction-là, je l'invite à le faire par petits pas. Couper des cadenas, d'abord écrire sa vision et ses valeurs. Et tu posais la question tout à l'heure du partage de la valeur et des visions. Quelque part, le fait qu'elle soit partagée ou pas, regarde celui qui la met en œuvre. Steve Jobs ne s'est pas posé la question de savoir si ses équipes partageaient sa vision et ses valeurs. Et ça n'a pas empêché de faire fonctionner quand même une assez belle boîte. Nous avons décidé de co-construire cette vision et cette valeur avec une centaine de collaborateurs il y a 4 ans. On remet en œuvre un processus en septembre prochain. Le fait qu'elle soit partagée ou non n'a pas d'importance. Le dirigeant, créateur qui plus est, peut dire qui même me suivent. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Par contre, on ne peut pas avoir dans une entreprise ceux qui sont engagés autour de la vision et des valeurs et ceux qui sont désengagés ou activement désengagés. Ça n'est pas possible. Donc il faut aller chercher ceux qui sont désengagés. Quand on embauche des collaborateurs, on a 100% d'engagés. Comment se fait-il qu'on en perde tant en route? Puisqu'une statistique dit qu'il n'y a qu'à peu près 10% des salariés qui sont engagés et 20% activement désengagés. Donc on en a perdu 90% en route. Il serait peut-être temps de remettre en question nos modes de management. D'accord. Donc une des questions, c'était qu'au travers de ton discours, on sentait qu'une des valeurs très fortes, c'est pas de non-dit, mais pas de complaisance non plus. Oui, pas de non-dit, pas de complaisance. À propos du non-dit, chez nous, les salaires sont connus de tous. Ils sont sur l'intranet. Donc tout le monde connaît le salaire de tout le monde, y compris le mien. Tu vois, il y avait énormément de non-dits sur ces sujets. Je crois que ma voisine de bureau, qui est très bien vue par le patron, gagne 20% de plus que moi alors qu'elle travaille moins. Bon, on a cassé tous ces non-dits.
On a réglé les injustices, parce qu'il y avait, il y avait quelques collaborateurs qui étaient mal positionnés par erreur. On a rectifié les erreurs. Donc, on a rectifié les erreurs. On a supprimé les non-dits et on a transformé un sujet hyper émotionnel qui est le sujet des rémunérations, on l'a transformé en sujet technique. Alors, je prends du coup une question qui est posée. Que faut-il changer dans la loi du travail pour aller dans le sens que tu proposes? Et on te dit, vas-y, c'est le moment. Je recevais une députée qui était là à la rencontre de notre entreprise il y a 48 heures. Elle a passé 2 heures chez Cleantex, une députée de la majorité actuelle, qui a dit « Mais monsieur, moi je passe une après-midi par mois à venir à la rencontre des entreprises. » Extraordinaire. 35 ans de métier, c'est la première fois qu'un politique vient voir. Donc le politique vient de découvrir que l'entreprise est au cœur de la réussite économique française. Et je trouve ça hallucinant que cette découverte soit récente. Enfin bref. Tant mieux, je prends ça comme un cadeau qu'elle soit venue nous voir. Et moi, ce que j'ai dit à cette députée, mais madame, faites-nous confiance à nous les entrepreneurs. Donnez-nous beaucoup plus de liberté et soyez beaucoup plus durs avec ceux qui franchissent la ligne rouge. Vision valeur. Définissez les valeurs, la ligne rouge infranchissable. Comme dirait Alain Goudsmet, de façon KISS, K-I-2-S, keep it simple and stupid. Donc remettez de la simplicité, de la lisibilité. Donc si demain le Code du travail était simplement une description de la vision économique de la France et des valeurs qui sont non négociables, on pourrait pratiquement articuler nos entreprises autour de ces simples concepts et laisser une totale liberté. Et on serait très loin de l'anarchie. On serait au contraire à nouveau en route dans une vision valeur qui redévelopperait la confiance, l'initiative individuelle. Mais ma proposition est juste impossible. Elle ne pourrait que suivre un collapse général, un chaos. Je ne souhaite pas le chaos ni le collapse, mais enfin, en tout cas, plus de liberté, plus de confiance. On ne nous fait pas confiance. D'ailleurs, de façon générale, moi qui suis motard, il y a une loi qui vient de paraître qui nous oblige à mettre des gants homologués pour faire de la moto. Enfin, on ne peut pas nous foutre la paix, non. Alors, sur les cadenas, puisqu'il y en a beaucoup, on te propose d'appeler les cadenas les 5C. Et je pense que tu pourrais retenir, parce que tu as beaucoup d'images, et je te le propose. C'est con, mais c'est comme cela. Ah, super. Eh ben voilà. Donc, je n'ai pas de... C'est anonyme, donc merci. C'est con, mais c'est comme ça. Mais voilà. Tu sais, c'est les mêmes qui disent on a toujours fait comme ça, voilà. C'est cette famille. Ou alors ceux lundi qui te disent bon courage, ou ça va comment. Bon, voilà. Tout ça, il faut. Alors, c'est con, mais c'est comme cela. Il y a quand même des questions sur la transparence dont tu parlais par rapport au salaire, puisque voilà, ça intrigue quand même, puisque c'est quand même quelque chose qui reste très confiné au sein d'une entreprise. Est-ce que tu as une échelle mini-maxi dans les salaires? Et puis, est-ce que ça va jusqu'à l'actionnariat avec les collaborateurs pour effectivement que ta vision soit totalement... Alors, le sujet des rémunérations est un sujet éminemment complexe. Ma vision sur, d'abord, le sujet de la transparence, c'est que je pense que pour pouvoir montrer les salaires à tous, il faut que la grille soit propre et compréhensible par tous. C'est vrai que si j'avais des échelles de salaire de 1 à 100 dans l'entreprise, j'aurais peut-être du mal à le montrer. Il se trouve que l'échelle des salaires est de 1 à 10 environ. Bon, donc je trouve ça raisonnable par rapport au poids du sac à dos. Sur le sujet des rémunérations, moi je suis pour la prise de responsabilité de la part de l'employeur vis-à-vis de ses collaborateurs pour assurer à son collaborateur un train de vie, un niveau de vie décent. Et que les variables sont juste un jeu qui apporte un bonus, qui permet d'apporter un peu de confort aux collaborateurs, mais ça ne peut pas être un élément ultra déterminant de sa rémunération. C'est-à-dire s'il commence à payer ses remboursements de crédit avec son variable, on met le collaborateur en situation de stress et de danger qui sont absolument trop pesantes pour qu'il puisse bien satisfaire les besoins de l'entreprise. Donc je suis pour des fixes plutôt élevés et des variables plutôt faibles. Concernant l'actionnariat,
Beaucoup de grandes entreprises dans le Nord sont pionnières dans le sujet de l'actionnariat, et j'ai la fierté de dire que mon papa, qui avait une entreprise après-guerre, était la première entreprise de France à ouvrir le capital de son entreprise à ses salariés, et les accords de participation qui ont été mis en place par le général de Gaulle l'ont été faits en collaboration avec mon papa. J'ai tout un paquet de correspondances là-dessus, donc j'ai un atavisme, j'ai une histoire là-dessus, et pourtant, je suis contre l'actionnariat salarié. Pourquoi ? Parce que sur le plan juridique, c'est d'une complexité absolue quand on doit racheter les actions, quand on doit les transférer d'une structure à une autre. Moi, à une époque, j'avais rendu des collaborateurs actionnaires de leur agence, et quand j'ai voulu les changer d'agence, c'est poser leurs problèmes de leurs actions d'origine, le transfert était quasi impossible, c'était une usine à gaz. Donc, à part pour enrichir les conseils, le sujet juridique est très compliqué. Et l'autre sujet, c'est que l'actionnariat est intéressant quand l'entreprise est ultra performante, et quand elle distribue. Mais ce que j'observe dans les grandes entreprises du Nord, c'est que, du Nord, parce que je suis du Nord, probablement que ça se passe aussi ailleurs, c'est qu'on se fait des 14, 15, 16, 17 mois de salaire grâce à l'actionnariat. Mais le jour où la boîte va moins bien, comment on fait pour rembourser ses crédits ? C'est-à-dire que quelque part, effectivement, l'entreprise distribue de la rémunération sans payer de charges sociales. Je pense qu'elle s'exonère du sujet des charges sociales, mais avec le produit des dividendes, je ne construis pas ma retraite, je ne sécurise pas ma famille, je suis donc dans un partage du risque avec mon dirigeant. On dirait, bien sûr, il va toucher le capital probablement de ses actions un jour, quand il quittera l'entreprise. Mais qui peut dire la valeur de ce capital ? Il y a une incertitude totale. Et je pense que c'est un jeu de dupes que de faire porter le poids de cette responsabilité aux collaborateurs. J'ai des débats passionnés avec plein de gens là-dessus qui ne partagent pas du tout mon avis. Le dernier, c'était avec Michel Leclerc, le patron et le créateur de Decathlon. Je suis sûr de ce que je dis, mais je suis tout à fait d'accord avec d'autres qui penseraient le contraire. Bon, on organisera un débat à ce sujet. Alors, on va revenir à quelque chose, parce qu'en fait, le terme, et je tiens à le préciser, tu ne veux pas appeler ça l'entreprise libérée, mais l'entreprise libérante, en fait, voire l'entreprise Montessori. Par rapport au bonheur, en fait, le bonheur des salariés, puisqu'il y a eu beaucoup d'émissions, justement, à propos de ces entreprises libérées et du bonheur des salariés, pardon. Est-ce que tu mesures le pourcentage de salariés heureux ? Alors, on nous propose les paroles de Johnny Hallyday, qu'on me donne l'envie d'avoir envie, et qu'on rallume ma vie. Donc, je sais que tu pourras nous le jouer à la cornemuse ou nous le chanter. Comment, effectivement, tu mesures le pourcentage de gens heureux et des gens qui Alors on a ont fait une envie enquête, de venir chez parce toi. que tu vois, à force de parler de bonheur, il y a des gens qui disent mais comment vous le mesurez ? Donc on avait fait une enquête il y a 7 ou 8 ans, une enquête papier un peu artisanale, qui avait donné des statistiques assez étonnantes, avec un pourcentage de gens heureux très élevé. Et là j'ai fait appel à un cabinet l'année dernière, un cabinet spécialisé dans l'enquête. On a pris un échantillon de 322 agents de propreté qu'on a interviewés de façon anonyme. Elle pouvait refuser de répondre. Je dirais que merci d'accepter le principe que l'enquête est scientifiquement fiable et exploitable. Et on a posé une quarantaine de questions, mais moi la question qui m'intéressait le plus, c'est est-ce que vous êtes heureuse dans votre travail chez Cleantex ? On a eu 85% de oui, 86% de oui, 12% de moyennement et 2% de je ne suis pas heureuse dans mon travail chez Cleantex. Donc, notre travail, c'est d'aller chercher les 12% qui disent moyennement. Et là, on a tout un outil qui nous permet d'aller questionner, non pas les 322, parce qu'on ne sait pas de qui il s'agit, c'est non nominatif, mais de se dire, il y a 12% de nos 3000, donc on a 300 collaborateurs, 12% des 3500, ou 400, qui ne sont pas heureux chez Cleantex, ou moyennement, allons les chercher. Est-ce que leur domicile est-ce que leur site de travail est trop éloigné de leur domicile ? Est-ce qu'elles ont un transport en commun ? Est-ce que les horaires conviennent à leur voilà, est-ce qu'elles ont un temps de travail partiel choisi ou subi ? Et donc, on va les questionner. Donc, oui, nous mesurons, et donc je peux dire que 98% de nos agents de propreté sont heureux ou très heureux chez Cleantex. Assez hallucinant. Et parallèlement à ça, j'ai les 98% de nos clients qui nous disent la même chose. Donc, est-ce qu'on ne peut pas penser que les gens heureux font des clients satisfaits ? Il y a un pas à franchir que je franchis allègrement. Et alors, s'il y avait un indicateur que toi tu regardes, puisque tu dis savoir voir, qu'est-ce que tu vois, à quoi tu le sens ? Alors, quand on recrute,
Alors ça, c'est Alexandre Gérard, le patron de Chronoflex, qui m'a fait ce cadeau de cette observation. On regardait beaucoup le savoir-être dans le temps, la technique, les diplômes, l'expérience. Et puis, on est passé au savoir-être, les comportements, l'éducation, ce genre de choses. Et puis, on est passé maintenant dans la dimension que je qualifierais de suprême, c'est le savoir-voir, qui est la plus difficile à détecter chez l'autre. Le savoir-voir, c'est celui qui... Alors, chez l'agent de propreté, c'est celle qui va repérer la toile d'araignée que personne n'a jamais vue. Et chez le manager qui recrute, ça va être celui qui va être capable de détecter sur une poignée de main que la personne à qui il vient de serrer la main, elle a un gros problème. Ou un grand bonheur. Et qu'elle ne partage pas. Et d'aller le chercher. D'être le spécialiste du bonheur de l'autre. Donc, c'est celui qui est capable, celui qui a des capteurs de signaux faibles, tu vois, les radars très déployés. Donc, on ne recrute que des gens qui ont des très grandes oreilles, des très grandes bouches, des très grands yeux, ce qu'on appelle en morphopsychologie des grands récepteurs, tu vois. Et tu n'en as pas partout dans ton entreprise. Tu n'as pas que ça. Des gens qui ont des grandes oreilles. Oui, où tu as réussi à leur faire grandir les oreilles, les yeux, tout ce qu'ils ont. On leur apprend. Tu leur apprends. On leur apprend. Tu vois, par exemple, j'ai visité une agence il y a 15 jours dans laquelle je rentre. Je ne vais jamais dans mes agences parce que je n'aime pas être quelqu'un qui pourrait passer pour un surveillant. Mais je vais pour saluer un collaborateur qui avait servi l'entreprise pendant 20 ans et qui quittait l'entreprise. Et je voulais aller saluer. Donc, je fais mes 40 bornes, je vais lui serrer la main. Mais je rentre dans l'agence avant de le rencontrer et je m'aperçois que sur les 8 blocs de néons qui sont à l'accueil, il n'y a qu'un bloc qui fonctionne et encore, il y a un néon sur les 4 qui marche et l'autre qui clignote. Je me dis, mais comment c'est possible ? Donc je questionne Nadia, qui était à l'accueil, qui est une intérimaire, que je ne connaissais pas. Je dis, Nadia, comment tu peux accepter ça ? Et donc je convoque toute l'agence en disant, mais comment pouvez-vous accepter ça ? Et bref, je ne rentre pas dans le détail, mais j'ai été chercher un escabeau et des néons et j'ai changé moi-même les néons devant tout le monde. Ça, c'est du savoir-voir. C'est-à-dire que ça faisait 1 an que ces néons clignotaient et ne marchaient pas. Personne ne l'avait vu. Ni le directeur d'agence, ni les collaborateurs de l'agence, etc. Et donc, moi, je l'ai vu. Et mon boulot, c'est de faire du showbiz, c'est de faire le clown. Donc, j'ai fait le clown, je l'ai fait avec bienveillance. Je me suis foutu de leur gueule. Je leur ai dit, désormais, je vous appelle l'agence manche à balai dans... Et tu vois, j'ai essayé de ne pas les vexer. Mais je leur ai dit quand même, c'est pas normal. Alors justement, c'était une des questions il y a un certain temps. C'était côté pile, tout est beau, mais côté face, quelle est la réalité du quotidien ? Et je sais que ça ne marche pas tout le temps. Non. Tu as une agence où effectivement tu as très très bien pu partager cette vision de l'entreprise, et puis une autre agence où ça s'est un peu moins bien passé. Ouais. Et voilà, comment... Est-ce que tu peux nous raconter ça ? Parce que ce serait peut-être trop Alors facile ça tourne, que tout est beau. Tu sais, c'est-à-dire que j'ai une agence qui est très libérée, n'ayons pas peur d'employer ce mot-là. Et il y en a une autre chez qui on a tenté une expérience avec un leader et pas un directeur d'agence, c'est-à-dire quelqu'un d'élu, qui n'a pas de sursalaire et qui est simplement le responsable vision-valeur et parole libre et bienveillante. Donc j'allais dire qu'on a formé, mais non, qu'on n'a pas formé. Et du coup, on s'est pris un râteau complet. Ça s'est transformé dans cette agence en jeu de pouvoir, en bagarre générale. Enfin, c'est dans cette agence, d'ailleurs, dans laquelle les néons étaient restés éteints. Donc, ça ne convient pas à tout le monde et ça n'est pas une évidence pour tout le monde quand on le présente. Moi, j'ai 4 enfants. J'en ai 3 qui ont très bien fonctionné avec l'enseignement Montessori, qui ressemble très fort en philosophie à notre management. Et j'en ai un qui n'a pas marché du tout. Et alors, je l'aime autant que les 3 autres. Donc, il faut accepter la biodiversité managériale. C'est-à-dire qu'entre le productivisme des 14 moissonneuses-batteuses alignées dans un champ et qui font du rendement, et les jardins ouvriers, où chaque jardinier fait son jardin du mieux qu'il peut, en sachant que les visions valeurs, c'est pas d'OGM, bio, pas de transistors qui vont trop fort, enfin que sais-je, et obligation de participer au concours du plus beau légume, et enfin que sais-je, et pas de haies à plus de 50 cm pour qu'on puisse se parler. Nous, on est plutôt dans les jardins ouvriers. Et on organise donc le benchmark entre les jardiniers pour qu'ils puissent se parler, comparer leurs jardins, organiser des concours du plus beau légume, les bonnes pratiques, et on est intransigeant. C'est-à-dire si quelqu'un nous met du Roundup, c'est dehors tout de suite. On ne réfléchit pas, on le fout à la porte et on donne le jardin à quelqu'un d'autre.
Alors, j'ai plusieurs questions à mon avis, qui s'entrecoupent. Savoir voir, très très belle idée, mais voilà. Et ceux qui vous disent, Oui, c'est une ce belle n'est idée. pas de mon ressort, ou pire, je n'ai pas vu, désolé, qu'est-ce que tu fais. Très intéressant de voir le diable qui se cache derrière les détails. Oui. Et puis une question qui regroupe toutes, ben voilà, c'est au manager de tout détecter. Et donc à toi aussi de tout détecter. Et qui s'occupe de toi? C'est à tout le monde. Qui prend soin de toi? Je vais te répondre, mais d'abord, je voudrais corriger, c'est pas au manager de détecter, c'est à tout le monde de tout détecter. Donc, c'est-à-dire que l'agent de propreté, j'allais dire, si mon nœud de cravate est mal fait, mais je ne mets pas mis de cravate depuis 10 ans, mais si j'ai une tache sur ma chemise, elle doit me le dire. C'est gentil de me le dire. Et ne pas le dire, c'est s'inscrire dans un jeu de pouvoir et pas dans un jeu de contribution. Voilà. Bah, qui s'occupe de moi? Qui s'occupe de moi? Tu sais, qui s'occupe de moi? Quand j'étais ouvrier nettoyeur, que je nettoyais mon magasin Nord-Auto, qui était le premier client en B2B à me faire confiance, Nord-Auto à Lers, près de Roubaix, qui s'occupait de moi? Mais le client qui me souriait, le client qui me disait bonjour, le client qui me disait monsieur, je suis content de votre travail. Le copain qui me disait, dis donc, il est nickel ton magasin. Voilà. Là, on s'occupait de moi, c'est-à-dire qu'on m'a envoyé, tu sais, c'était ma piqûre, ma drogue, c'est-à-dire globalement le bonheur de l'autre, en fait. La satisfaction de l'autre, ou le bien-être de l'autre, qui m'envoyait ce que tu appelais de l'amour en début de rendez-vous. Alors, est-ce que c'est de l'amour? Le mot est un peu exagéré, mais en tout cas, c'est ça. En fait, c'est ceux que j'aime qui m'aiment. Donc, tous ceux qui s'occupent de toi, c'est tous ceux que tu aimes, au sens professionnel du terme. Alors, tout le monde te dit qu'on t'aime, donc tu vas voir, tout va bien. Alors, je vais revenir parce que je pense qu'il y a quelque chose par rapport au côté bisounours dont tu parlais, effectivement. Je pense qu'il y a beaucoup de contradictions et de choses qui ne sont pas faciles à comprendre dans l'entreprise libérante. Est-ce que c'est une entreprise qui ne serait pas très exigeante vis-à-vis de chacun chacun doit être extrêmement exigeant vis-à-vis de soi-même? Est-ce que c'est pas ça que tu mets en place? C'est le mode managérial le plus, j'allais dire pesant, mais comme nous, notre boulot, c'est d'alléger le sac à dos, il y a un paradoxe entre cette libération et le poids de la liberté. C'est vrai que moi, une des plus belles années de ma vie pour le cancre que je suis et que je revendiquerai éternellement, c'était l'année où j'ai fait mon service militaire. C'est-à-dire, j'obéissais à des instructions, j'attendais l'ordre, voire le contre-ordre, et puis je n'avais aucune décision à prendre. J'appliquais le règlement et je faisais ce qu'on me disait de faire, rien de plus. Mais j'ai passé une année merveilleusement reposante. Bon, je me suis bien emmerdé pendant un an, mais c'était une belle année. Donc, parce que très reposante, c'était un an de repos. Quand vous dites à un collaborateur, quand tu as un problème, décide, alors que dans une entreprise très hiérarchisée, on va dire, quand tu as un problème, tu viens me voir et je vais trouver une solution et je vais décider. Dans une entreprise collaborative, on va dire, quand tu as un problème, viens avec tes solutions et on va prendre les décisions ensemble. Dans une entreprise libérante, où j'aime bien le mot Montessori, dans une entreprise montessorienne, on va lui dire, prends ta décision et si tu te trompes, c'est pas grave. Nous développons un réseau de micro-crèches, une filiale de Clintex, bio, Montessori et musicale. C'est ma fille Sidonie, dont on parlait tout à l'heure, qui développe ce réseau de micro-crèches. Ben, figure-toi que dans les crèches Montessori, la vaisselle est en verre, elle casse, les couteaux coupent et les fourchettes piquent. Et quand un enfant, dans un système Montessori, fait tomber un verre et le casse, mais on l'engueule absolument pas. On lui apprend à ramasser le verre sans se couper. Là où, dans d'autres systèmes, on aurait des réactions différentes. On mettrait soit des gobelets en plastique, soit on punirait dans le coin quand il casse un verre. Je pense que cette image illustre parfaitement le droit à l'erreur ou à l'échec, et que si on ne massacre pas celui qui a fait tomber le verre, on le transforme en homme libre et puissant.
Alors du coup, ça reviendra à une question de quelqu'un. Je suis enseignante en lycée et si vous pouviez donner un conseil à mes élèves, quel serait-il? C'est plutôt un conseil dans la façon de... Demander ça à un cancre, c'est une question difficile parce que vos élèves, enfin les élèves Et après, on peut parce que les élèves au management. de la personne qui nous questionne n'ont pas choisi de venir dans la classe. Moi, ils ont choisi de venir dans mon entreprise, en principe, pour l'essentiel. Mais moi, on ne m'avait pas demandé mon avis, est-ce que tu veux aller à l'école? J'y suis allé, j'étais obligé, et on ne m'a pas dit, est-ce que tu veux tel prof? Si le prof ne me plaisait pas, je n'avais même pas le droit de le dire. Donc Mais tu ne vas pas me dire que toutes les personnes qui travaillent en fait, chez toi sont des personnes qui travaillent dans la propreté. Nettoie en fait les saletés des autres, c'est souvent difficile et donc c'est d'autant plus impressionnant d'arriver à faire des femmes heureuses. C'est ce qu'on appelle chez nous des schémas mentaux. Alors oui, je suis d'accord parce que ça déconstruit beaucoup de préjugés. Ta façon d'organiser ton bonheur est différente de celle de mes commerciaux ou de mes agents de propreté ou de la mienne. Chacun a sa construction et son regard du bonheur. Pour nous, mettre le réveil à 4 heures du matin, c'est une épreuve physique. Pour nos agents de propreté, et puis 85% nous disent je suis heureuse dans mon travail. Donc on ne va pas penser à leur place, elles nous le disent, on va les croire quand même. C'est-à-dire que leurs arrangements de vie familiale fonctionnent très bien avec les horaires qui leur sont proposés et avec les volumes horaires qui sont leur proposés, ça fonctionne bien. Il ne faut pas forcer une vieille dame à traverser si elle n'a pas envie de traverser. Les schémas mentaux, ça, je pense que c'est typiquement français, c'est ce qui alimente d'ailleurs la lutte des classes, cette stupidité privative de liberté. Mon prof de cornemuse écossaise a découvert, après qui était barbu, écolo, ancien délégué syndical d'une usine métallurgique du Nord, a découvert, un an après nos premiers cours, que j'étais dirigeant de ce qu'on appelle une grosse boîte. Et il est tombé du grenier à la cave. Mais je lui ai dit, tu vois Gérald, la lutte des classes, on n'aurait pas pu être amis si tu étais resté dans la lutte des classes. Et tu casses, c'est un schéma mental. Le pourcentage de cons est le même dans toutes les couches de la société. Sous-entendu qu'on s'en exclut, bien entendu. Voilà. Alors, tu as parlé d'école Montessori et tu aimes beaucoup appeler en fait ce que tu fais le management Montessori. Et finalement, ton objectif, est-ce que ce ne serait pas de grandir toi, bien sûr, de faire grandir tes collaborateurs? Et dans le sens, l'éducation, c'est exactement ça, en fait. Maria Montessori, elle dit « aide-moi à faire seul ». Et c'est là que quand je regarde mes collaborateurs faire seuls, je suis content. Ça veut dire qu'ils sont libres et puissants. Maria Montessori, c'est un trésor de management. Vous remplacez les mots maître par manager et le mot enfant par collaborateur, et vous avez un guide de management qui est d'une puissance extraordinaire. Il n'y a pas une ligne à enlever sur la façon de parler à ses collaborateurs. Enfin, il y a une to-do list qui est magique. Je vous invite vraiment à découvrir cette femme merveilleuse, une féministe de la première heure, premier médecin en Italie dans les années 1850, une femme extraordinaire, très précurseur. Alors, j'ai une question. Après 10 verres cassés, ou après 10 échecs, ou 10 erreurs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, je me suis cassé. Ça revient après avec Montessori. Je me suis cassé tellement de membres en faisant de la moto tout-terrain. Parce que j'ai les os fragiles et quand je tombe, ça casse. D'ailleurs, il y a sûrement un lien avec une personnalité, avec un caractère. Ça ne m'a pas empêché de remonter sur ma moto et de repartir. C'est-à-dire que la souffrance, ou la tempête, ou la crise me galvanise. C'est curieux, mais c'est dans ces environnements-là que je me sens le mieux, parce que là, il faut aller chercher ses tripes. Soit seul, soit en équipe. Quand il se passe un événement exceptionnel, j'ai ce talent-là, d'être heureux dans la tempête. Enfin, ce n'est pas un talent. Mais au moment où il se passe quelque chose de grave dans l'entreprise, même quelque chose qui fait mal, c'est à ce moment-là que je pense que je suis le plus doué. Quand tout va bien, je suis chiant. Quand tout va mal, je suis en énergie positive. Qu'est-ce qui compte pour toi le plus? Un collaborateur satisfait ou un client satisfait?
Moi, ce qui compte, tu sais, je suis dans la logique de Vinette Nayar, je l'ai bien prononcé, Oui, très bien. ce remarquable entrepreneur hindou. Que vous pouvez d'ailleurs voir puisqu'il est passé en Extra Club, donc je pense qu'il est, dans une vidéo ADM. Il est indien ou hindou? Il est indien. Indien, Oui. et il dit « employees first ». C'est-à-dire que nous, toute notre stratégie s'appuie sur le collaborateur heureux qui, et c'est impossible de l'imaginer autrement, va faire un client satisfait. Et qui, c'est impossible de le penser autrement, va générer de la performance économique. C'est-à-dire que nous pensons que la chaîne de la performance économique est alimentée en amont par le bien-être au travail, c'est-à-dire que le bien-être au travail n'est pas un but, le but c'est la performance économique, le bien-être est un moyen. Et là, on désacralise le truc, et du coup, on rend les choses pragmatiques. Notre croissance à 2 chiffres depuis 35 ans, nos résultats d'entreprise assez au-dessus de la moyenne depuis 35 ans. Pas une année dans le rouge. C'est un lien direct avec les collaborateurs heureux. Et je ne vous dis pas que tout va bien. Non. On a des bagarres, on a des divergences de vues. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est dans le monde des anges. Pas du tout. On est dans la vraie vie. On n'a pas plus de problèmes relationnels dans ce système-là que dans un système hiérarchique. Mais on n'en a pas moins. Ce ne sont pas les mêmes, par contre. Mais en tout cas, c'est employees first, c'est les salariés d'abord, c'est le cœur de notre management qui déroule toute une cascade d'effets positifs. Alors j'ai une question, on est en période de fin d'année. Certains nous demandent, mais voilà, j'ai un entretien de fin d'année, un bilan de fin d'année, un entretien, tout ce qu'on veut dire. Quel serait le conseil que tu donnerais aux dirigeants qui nous posent la question? Alors chez nous, puisqu'on est dans une culture de partage de l'ensemble de l'information avec l'ensemble des collaborateurs, que ce soit les résultats de l'entreprise, que ce soit les décisions, toutes nos réunions se font avec les portes ouvertes et chacun y rentre et y sort quand il veut. Quel que soit son statut dans l'entreprise ou son niveau de responsabilité ou le poids de son sac à dos. Donc sur la base de cette transparence totale, chacun est au même niveau pour prendre des décisions, le concernant ou concernant les autres, ou concernant les clients, ou concernant l'organisation de l'entreprise. Et donc, naturellement, nos entretiens annuels ont disparu. Parce qu'on n'avait plus de demande. Donc, l'entretien annuel systématique, et je ne parle pas de l'entretien professionnel qui est une obligation légale, qui se tient tous les 2 ans, et qui est un entretien, je dirais, d'ordre plus technique. Mais sur le partage de l'émotion, qui est souvent le moment unique qu'on a dans l'année de parler à son chef pour lui dire tout ce qu'on a sur le cœur. Parce que dans les réunions, on ne peut pas. Le sujet questions diverses, qui est le moment où on peut parler avec son cœur, il démarre à 18h quand on est épuisé de la journée, et donc on n'a pas le temps, ou on n'a plus envie, ou personne ne nous écoute. Enfin, je vous invite à commencer par les questions diverses dans vos réunions. Mais on a supprimé les entretiens individuels. Par contre, ceux qui le demandent peuvent avoir un entretien individuel avec qui on veut. Et donc, si jamais il y a des conflits entre 2 personnes, c'est à ce moment-là... Alors, on a une coach interne dans l'entreprise. Notre responsable ressources humaines, d'ailleurs, qu'on a appelé responsable du rendre heureux, mais depuis très longtemps. Nous, à l'époque où j'avais un DRH, on l'appelait le directeur du rendre heureux, mais c'était il y a 10 ans. Donc, quand je vois aujourd'hui, c'est un nom en anglais maintenant. C'est devenu très tendance. Happiness Chief Manager. Voilà, Chief Manager. Je suis content, mais on avait inventé avant, j'aurais dû déposer. Enfin bref, notre responsable du rendre heureux, Christelle, suit une formation de coaching depuis 1 an, et donc on offre à nos collaborateurs la possibilité d'avoir un coaching avec Christelle ou un coach extérieur, s'ils le choisissent. On a référencé, ou on est en train de référencer 3 ou 4 coachs extérieurs pour pouvoir inviter les collaborateurs à se questionner et pouvoir arriver avec des solutions dans l'entreprise. Mais l'entretien annuel, on ne l'a pas supprimé, on a rendu le caractère obligatoire et systématique, mais tout le monde peut demander un entretien avec moi, mais c'est avec grand plaisir. Alors, une dernière question. Quelles sont les valeurs de ton entreprise? Alors ça, c'est une question super piège. On en a 7. J'aurais pu dire qu'on en a que 3. Mais d'abord, c'est personnel. Enfin, je pense... Qui se sont propres, et ça peut être intéressant. Bon, mais c'est respect, audace, bonne humeur, esprit d'équipe. Il m'en manque 3. Vous la retrouverez sur le site internet de Clinitex, mais
je les ai tellement à l'intérieur de moi que je suis pas dans le formalisme sur les valeurs. Mais il m'arrive très souvent d'avoir avoir une relation avec quelqu'un où on me dit il y a un truc qui me gêne. Et après, je regarde mon affiche qui est dans mon bureau et je les relis. Et je dis bah oui, putain, c'est ça qui m'a gêné. C'est ça qui m'a gêné dans notre relation. Il fait la gueule, il n'est pas de bonne humeur. C'est ça qui m'a gêné. Donc moi, c'est un pense-bête plus qu'un guide parce que ce guide, je l'ai dans mon cœur, à l'intérieur de moi. Je crois que c'est le plus beau mot que tu peux nous dire. Et effectivement, je pense que Thierry nous a montré que les valeurs, elles sont proprement en lui et non pas de façade, que ce n'est pas forcément une démarche, un chemin facile, et que c'est un chemin de tous les jours. Et peut-être un mot que j'ai retenu, moi, aide-moi à faire seul. Et donc, si ça peut vous aider tous lors de vos entretiens de fin d'année ou dans le chemin de vos entreprises, eh bien, je crois que ce serait peut-être le cadeau que l'APM et donc ces lives peuvent vous offrir. Et au nom de l'APM, je vous souhaite de très, très jolies fêtes de fin d'année. Merci. Et moi aussi.